Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire une petite présentation de mes deux dernières productions, à savoir le larynx mobile, réalisé maintenant en impression 3D, et le laryngopharynx mobile. Je commencerai par le larynx mobile et je vais vous faire un petit rappel anatomique de ce larynx mobile et vous montrer ses différentes possibilités de mouvement. Donc ce larynx mobile, il est constitué comme le larynx de différentes parties, de différents cartilages, à savoir l'épiglotte, avec ses possibilités de mouvement, c'est-à-dire le fait qu'elle puisse se rabattre complètement sur les aryténoïdes ou au contraire se redresser, comme ça peut être le cas dans la parole ou dans certaines techniques de chant, comme le twang, où nous allons avoir des mouvements particuliers de l'épiglotte. Pour des raisons pratiques, j'ai voulu que cette épiglotte soit amovible, ce qui permet de manipuler le larynx mobile plus facilement sans être gêné par la présence de l'épiglotte. Le larynx mobile est composé par le cartilage thyroïde avec ses grandes cornes et ses petites cornes. Ces petites cornes reliant le cartilage thyroïde au cartilage cricoïde, situé juste en dessous de lui. Et on retrouve posés sur le chaton cricoïdien les cartilages aryténoïdes, petits cartilages pairs, donc nous en avons deux chacun, le cartilage aryténoïde gauche, le cartilage aryténoïde droit. Et vous le savez, ce sont les possibilités de mouvement des cartilages aryténoïdes qui donnent leur possibilité de mouvement aux cordes vocales. Donc dans ce larynx mobile, on a voulu reproduire ces possibilités de mouvement, à savoir, premier degré de mouvement, c'est celui du déplacement, du glissement des aryténoïdes sur le cartilage cricoïde, donc du dedans vers le dehors, lors de la respiration par exemple, et du dehors vers le dedans lors de la mise en position phonatoire. On a également représenté les mouvements de pivot des aryténoïdes. Les aryténoïdes peuvent avoir un mouvement de pivot vers l'arrière qui vont être assurés par la contraction du muscle crico-aryténoïdien postérieur. Et lorsque ce muscle se contracte, ce que l'on va reproduire ici par l'action sur les petites ficelles qui sont situées à l'arrière, les cartilages pivotent vers le dehors, ce qui a pour conséquence d'écarter les cordes vocales, ce qui se passe dans la respiration. On a également représenté les possibilités de pivot vers l'avant grâce à ces petites ficelles. Et ces petites ficelles représentent l'action du muscle crico-aryténoïdien latéral que vous allez pouvoir visualiser lorsque je vais basculer vers l'arrière le cartilage thyroïde et on voit ici apparaître le muscle crico-aryténoïdien latéral de chaque côté. Donc lorsque ce muscle crico-aryténoïdien latéral agit, il fait pivoter vers l'avant les cartilages aryténoïdiens, entraînant la mise en adduction des cordes vocales, avec une particularité, c'est que les cordes vocales vont être compressées l'une contre l'autre au niveau des apophyses vocales, à cet endroit ici. Ce qui va avoir pour effet de faire ce que l'on appelle l'effet damping, on appelle aussi la compression médiane, et cet effet damping a pour effet d'empêcher la portion adjacente de la corde vocale de participer à la vibration. Donc, grâce à cet effet damping, on raccourcit la corde vocale, ce qui permet de faire un peu plus d'aigu. Autre degré, autre possibilité de mouvement, c'est celle du cartilage thyroïde. Le cartilage thyroïde, dans la phonation, peut être basculé vers l'avant. Ceci se fait grâce à l'action du muscle cricothyroïdien ou muscle du chanteur. Donc lorsque ce muscle se contracte, il fait basculer le cartilage thyroïde vers l'avant. Comme les cordes vocales s'insèrent au niveau de leur
commissure antérieure au niveau de leur extrémité toute antérieure dans l'angle rentrant du cartilage thyroïde. Lorsque celui-ci bascule vers l'avant, les cordes vocales sont étirées, elles sont allongées et en même temps elles sont plus fines, ce qui réduit leur portion vibrante et qui permet donc d'accélérer la vibration et donc de faire de l'aigu. Voilà pour les possibilités de mouvement du larynx mobile. Si on s'intéresse maintenant au laryngopharynx, ou pharyngolarynx, on peut dire les deux, il m'est apparu que dans certaines explications à la destination de patients, il était important aussi de s'intéresser à une fonction particulière du larynx qui est la déglutition. Là, avec le larynx mobile, on s'intéresse surtout à la phonation et à la respiration. Mais finalement, on a peu d'éléments pour montrer ce qui se passe dans la déglutition, qui est une fonction très importante du larynx. Donc, on a conçu un nouveau larynx en lui ajoutant une partie digestive constituée par le pharynx, lui-même en continuité directe avec l'œsophage. Ainsi, on va retrouver des éléments qu'on connaît déjà dans ce laryngopharynx, à savoir le cartilage thyroïde, les anneaux de la trachée, le cartilage cricoïde, sur lequel va reposer la paire de cartilages aryténoïdes. Maintenant, ça va être un peu plus compliqué à voir puisqu'il faut que l'on entre à l'intérieur du larynx. Donc, si l'on se positionne à l'intérieur du larynx, en soulevant un petit peu l'épiglotte, qui a les mêmes possibilités de mouvement, nous allons voir les cartilages aryténoïdes qui sont posés sur le cartilage cricoïde, qui est juste en dessous. Voilà, ici mon bâton touche le chaton cricoïdien, et ici nous avons l'aryténoïde gauche, l'aryténoïde droit, les cordes vocales. Et là, nous avons mis en place un élément supplémentaire qui est un petit repli musculo-membraneux qui va du bord latéral de l'épiglotte jusqu'à l'aryténoïde correspondant, donc du côté gauche et aussi du côté droit. Et ce repli ary-épiglottique va maintenant séparer notre larynx, situé à l'intérieur du cartilage thyroïde, en deux régions. Une région respiratoire, le vestibule laryngé, et une région digestive, les gouttières latéraux pharyngés, ou ce qu'on appelle le sinus piriforme. Donc, lors de la déglutition, quand vous avez un aliment qui est propulsé depuis la cavité buccale jusqu'au-dessus du larynx, l'épiglotte se rabat complètement et les aliments vont suivre le chemin des sinus piriformes, ces gouttières, pour se retrouver à l'arrière dans la bouche de l'œsophage. Donc que ce soit, excusez-moi, du côté gauche et du côté droit. Donc, grâce à ce laryngopharynx, on va pouvoir expliquer aux patients ce qui se passe dans leur larynx, notamment quand ils font des fausses routes, mais on va garder les mêmes possibilités de mouvement au niveau laryngé que l'on avait avec le larynx mobile, à savoir les mouvements d'écartement des cordes vocales par l'action du muscle crico-aryténoïdien postérieur. Donc lorsque l'on tire sur ces petites ficelles à l'arrière, eh bien les cordes vocales, alors je vais juste redresser l'épiglotte pour faciliter la visualisation. Donc lorsque l'on tire sur ces petites ficelles, les cordes vocales se mettent en abduction. Nous avons gardé l'action des petites ficelles antérieures qui reproduisent l'action du muscle crico-aryténoïdien latéral. Et là aussi, lorsque l'on tire sur ces petites ficelles vers l'avant, je redresse un petit peu l'épiglotte pour rendre la visualisation plus facile, nous avons un mouvement d'adduction des cordes vocales. Et nous avons gardé la troisième possibilité de mouvement, à savoir la bascule du cartilage thyroïde grâce à la contraction du muscle crico-thyroïdien. Donc notre cartilage thyroïde peut basculer vers l'avant, mettant ainsi en tension, en étirement les cordes vocales.
La différence que l'on peut voir aussi avec le pharyngolarynx, c'est que nous y avons placé l'osioïde et la membrane thyroïdienne pour montrer aux patients surtout la réalité de ce tube pharyngo-laryngé et qui est finalement plus proche de la réalité que le larynx mobile seul, mais qui, du fait de l'allègement des structures, le fait qu'il n'y ait pas le pharynx, permet de montrer plus facilement les mouvements, notamment dont on a besoin pour expliquer les caractéristiques des mouvements des cordes vocales dans la phonation.